Bienvenue au podcast Élévaction. Pour s'élever, il faut prendre action. Élévaction est un slogan, un mantra, un ancrage positif afin que tu puisses te propulser vers de nouveaux sommets. Ce n'est pas la ligne d'arrivée d'une course effrénée qui compte, mais bien le processus, le parcours, le voyage d'une vie qui t'amène à t'accomplir. Entre le début et l'arrivée, le plus beau est assurément la route parcourue et qui tu deviens en chemin. Bienvenue dans cet espace d'inspiration où tous tes rêves peuvent devenir réalité. Bienvenue au podcast Élévaction. Aujourd'hui, le sujet, c'est comment écrire un premier roman. Pourquoi je vous dis ça? En fait, c'est parce que moi, Émilie, pour ceux qui nous écoutent en audio, j'en ai écrit 3 et Maude, c'est un de ses prochains projets. Donc, on s'est dit, pourquoi pas en parler? Parce que quand on dit les vraies choses, quand on dit les étapes qu'on fait, bien, on se rend compte que finalement, c'est possible et que c'est pas juste, ah, ben moi, je suis qui? Émilie Boutin de Saint-Ferdinand, 2000 habitants, pour écrire un roman, hein, tu sais? Donc, je pense que c'est un beau sujet qu'on va pouvoir apporter, puis je pense que tout le monde peut écrire des romans. Il faut juste commencer par le début et s'autoriser, prendre le temps. Et si tu ne sais pas comment gérer ton temps, va écouter le podcast juste avant. Tu vas pouvoir t'aider à planifier tout ça. Émilie, j'ai déjà une question pour toi parce que tu viens de dire Émilie Boutin de Saint-Ferdinand. Est-ce que tu as senti à un certain moment un syndrome d'imposteur? Parce que c'est ça que j'entends des fois, quelqu'un qui a un projet qui dit ah, mais je suis qui moi pour faire ça? T'as-tu senti le syndrome d'imposteur? Oh my God, oui. Oui, oui, incroyable. En fait, dans le fond, le syndrome d'imposteur il est arrivé plus tard parce qu'au départ, c'est arrivé comme une intuition. Mais oui, le syndrome d'imposteur est arrivé. Je t'explique pourquoi. Parce que j'étais pas la meilleure en français. Fait que j'étais pas la meilleure en français. Je faisais quand même des fautes. Je sais pas si c'était à cause de la rapidité ou parce que je les voyais pas. Moi, souvent, j'écrivais tout d'un jet, puis après, je me corrigeais. Fait que là, le problème à ce moment-là, c'est que quand tu te relis, tu les vois plus les erreurs parce que tu connais l'histoire dans ta tête ou tu connais ce que tu as écrit. Moi, c'était comme ça que ça fonctionnait en français. Là. Je me souviens dans nos textes de 250 mots, par exemple. Et je ne voyais plus mes erreurs. Puis là, je corrigeais, je corrigeais. Éventuellement, je manquais de temps. Donc, ça faisait en sorte que, bon, mon travail était bien, l'histoire était bonne, mais il y avait tout le temps ce côté-là. Fait que c'est venu me revisiter, je te dirais, dans le syndrome de l'imposteur parce que ça me disait, ouais, mais tu faisais beaucoup d'erreurs. Ouais, mais tu perdais des points. Tu sais, au cégep, là, perdre des points, je me souviens quand j'ai su ça. J'ai une bonne note, mais je perds des points pour mes fautes en français. J'en revenais pas, tu sais. Fait qu'il fallait que je performe davantage. Fait que pour moi, c'était quand même une difficulté. Donc, je fais là te le dire que si tu nous écoutes et que tu as de la difficulté en français, sache que c'est possible quand même d'écrire des romans. Et d'ailleurs, tu vas pouvoir payer pour faire des révisions, payer des gens qui vont te corriger. Et malgré tout, eux aussi font des erreurs. Donc, mais oui, ça m'est arrivé quelques fois. Puis je pense que ça fait partie du processus, dans le fond, d'écriture aussi, le syndrome de l'imposteur. Tiens, puis par où tu commences, là? Tu as cette idée-là d'écrire un livre, quelqu'un qui nous écoute ou qui dit Hey, moi, je veux ce projet-là, je sais pas par où commencer. Toi, comment ça s'est passé? En fait, ça s'est passé, dans le fond, on allait faire un party de 30 ans. Hein, on nous remonte à là, une bonne dizaine d'années. Puis moi, je suis la plus jeune de la gang, donc j'allais avoir 29 ans tout simplement. Donc, j'ai encore 28, puis là, je suis en train de faire poser un hitch sur ma voiture. C'est quoi, non, vous comprenez en français? Mais c'est niaiseux, mais tu vas rire. Et là, j'attends. Dans le fond, je suis au Canada Tire, j'attends au bureau Pro Station à Victoriaville, dans un petit café. Je me prends un beau latte, je prends une revue, puis je lis parce que je ne pensais pas que c'était si long que ça. Donc, je m'assois puis je lis. Et là, je lis que plusieurs auteurs québécois, nouvelles auteurs québécoises, expliquent leur parcours. Puis là, je suis comme, hein, des nouvelles auteurs? Ça se fait, ça? Tu sais, c'est comme si dans ma tête, je m'étais dit, j'avais jamais réfléchi à ça de un, mais je m'étais dit que quelqu'un qui est auteur, ben, a un background, a étudié là-dedans, a fait ci, a fait ça, puis elle s'est rendue à écrire un roman. Mais là, je voyais que c'était des gens qui avaient aucun lien avec la littérature, aucun lien avec l'université là-dedans non plus, peu importe. Donc, ils ont vraiment écrit par eux, des autodidactes finalement. Et là, je suis comme, ah, mais waouh! Mais j'aime vraiment ça, moi. Moi, j'adore lire. Je pense qu'à 12 ans, j'étais bénévole dans une bibliothèque. Puis je m'endormais en lisant des livres le soir. Donc, tu sais, ça remonte à loin. J'ai toujours aimé les histoires. Puis je me souviens que là, ben, à cette époque-là, j'avais eu quand même ma fille. Et pendant ma grossesse, j'en ai tellement lu des livres parce que c'était mon seul moyen de me mettre tranquille. Tu sais, quand tu es enceinte, tu as les jambes enflées, tout ça, c'est difficile. Donc, tu te dois de t'asseoir un peu à tous les jours, quelques temps par jour. C'était les livres qui m'aidaient. Donc, j'avais dévoré des trilogies, puis je me disais, en lisant cet article-là, OK, fait que c'est possible aussi pour moi. Donc, si je pourrais écrire un livre, ah, mais non, pas juste un, je veux en écrire 3. Moi, j'adore les trilogies. OK, ben ça va être ça d'abord. Mais là, j'ai juste l'idée, là. Tu sais, je veux dire, j'avais jamais pensé à ça avant. Et là, quand je m'en vais au party de la gang de filles de 30 ans, pour signer les 30 ans de tout le monde, on est dans un chalet, puis là, je me souviens, j'avais acheté cette journée-là un cahier. J'avais commencé à écrire dedans ce que je voulais. J'avais fait un mind map. Ça, c'est une belle astuce. Un mind map, j'avais écrit au centre le titre, mais qui s'est modifié avec le temps. Et j'avais fait des branches de chaque sujet que je voulais parler ou chaque, mettons, chapitre que ça pourrait être et d'autres idées autour. Donc, c'était déjà comme un petit peu
construit, déconstruit, ça me permettait d'avoir une meilleure idée d'entendre de ce que je voulais créer, de ce que je voulais écrire. Et avec ce petit livre-là, là, je l'avais avec moi toute la journée pendant mes commissions. Puis, tu sais, je me souviens, à l'épicerie, j'avais arrêté. J'écrivais dans l'allée. En auto, j'avais arrêté ma voiture, j'écrivais encore. Fait que déjà là, j'avais, je vais dire, la magie qui me visitait, l'inspiration, l'intuition d'écrire des choses que je n'avais pas pensé auparavant. Là. C'est comme si tout d'un coup, quand j'ai lu cet article-là, j'ai eu envie d'écrire et par la suite, ça s'est comme rentré. Alors, quand j'ai annoncé ça à mes amis en disant je veux écrire un roman, oh, là, le syndrome d'un imposteur m'a visité. Dans leur face, je suis certaine qu'elles vont se reconnaître, elles vont en rire. Dans leur face, elle disait voyons donc. Bon, Émilie avec ses projets encore. Qu'est-ce qui va jouer? T'sais? Et je voyais bien qu'ils n'y croyaient pas du tout. Puis je me suis dit, moi, ben, je vais vous prouver que c'est possible. À l'intérieur, je ne vous ai pas dit ça, on s'entend, là, on rit, puis on prend une petite bière. Fait que, oh, ouais, ouais. Ils ont l'air de rire un petit peu, mais en tout cas, vous allez voir, si vous voulez, je prendrai un peu de nos histoires pour rendre ça drôle, puis je vais faire de quoi de cute avec ça. Donc, ça, c'est pas mal ma première étape. Puis là, tu dis que tu as pris un papier, le livre papier, crayon. Est-ce que tes trois romans se sont écrits dans un cahier comme ça ou tu as utilisé l'ordinateur, ton téléphone? Explique. En fait, c'était la plus grande erreur. Donc, ce n'est pas un truc que je te donne. Moi, j'ai commencé comme ça en trouvant ça cute, mais ce que tu as écrit dans ton cahier, tu dois le retranscrire à l'ordinateur. Fait que ça a été doublement plus long. Puis j'en avais écrit beaucoup quand même, jusqu'à temps que j'allume que, hey, il faut que je mette ça sur l'ordinateur si je veux pouvoir l'imprimer puis l'envoyer. À l'époque, en plus, il fallait imprimer nos manuscrits. Dans le fond, avant d'écrire un roman, quand tu as terminé d'écriture, ça s'appelle un manuscrit. Et tant que ce n'est pas publié, ce n'est pas un roman ni un livre, c'est vraiment un manuscrit. Donc, j'ai commencé après ça à écrire avec Google Drive. Je ne sais pas si vous connaissez. Moi, dans le fond, j'avais un Mac à l'époque. C'est un peu comme la suite Office, Microsoft Word, exemple, mais version gratuite qu'on a dans le Drive. Donc, je pouvais avoir accès, c'était plus facilement, autant sur mon téléphone, autant sur mon portable. Donc, là, ce qui est intéressant, c'est que la version papier, je l'ai mis rapidement de côté. Je gardais un petit calepin dans ma sacoche quand même, des fois pour écrire des notes qui m'arrivaient, des idées comme ça quand la magie venait me visiter puis que c'était peut-être pas le bon moment. Mais rapidement, j'ai compris que c'était plus intelligent de sortir mon téléphone, soit me faire une note vocale ou d'aller directement, parce que tu peux mettre l'application sur ton téléphone, d'aller directement dans le drive et d'écrire, dans le fond, mon idée, même si c'était comme tu peux rajouter des pages blanches, tu les mets plus loin, et éventuellement, tu le fais. Parce que, tu sais, un roman, pour ma part, ça ne s'est pas écrit de A à Z. Tu sais, c'est pas je commence par ça, puis je fais chaque chapitre à la suite. Non, moi, ça s'est vraiment fait. J'avais l'idée du début, go, j'écrivais le début. Oh, j'avais l'idée d'une fin, OK, j'écrivais la fin. Oh, tel chapitre. Puis après ça, j'ai reconstruit comme un casse-tête finalement pour dire, ah, non, ce chapitre-là irait mieux avant. Donc, ça s'est modifié en cours de route. Alors, non, je ne dirais pas que la version papier est une bonne idée. Ensuite, le tome 2, tome 3, je l'ai fait aussi par le Drive, par Google Drive. J'entends aussi que l'ordre d'écriture ne sera pas important, dans le sens que si tu as une idée, tu es mieux de le faire. Je pense que c'est quelque chose qu'il faut réapprendre, tu sais, désapprendre pour réapprendre, parce qu'on a eu l'impression qu'il fallait toujours faire les choses en ordre. Puis là, tu te dis, toi, de ton côté, puis encore là, c'est ton partage personnel, peut-être que quelqu'un d'autre dirait autre chose, mais moi, ça m'enlève un peu de pression de me dire, ah, ben, si j'ai une idée là, et ça, fait que quelqu'un qui nous écoute pourrait utiliser la même stratégie de faire certains chapitres un peu déconstruits, puis après ça, c'est de trouver un filon conducteur, j'ai l'impression. Exact. Puis, tu sais, moi, j'ai eu des amis aussi qui m'ont lu. Fait que, une fois que, mettons, cette amie-là l'a lu la première fois, le premier jet, ben, elle a pu aussi me dire, hey, Émilie, on dirait que j'ai eu de la difficulté parce que moi, j'aimais ça revenir, j'aimais ça un peu comme un film. C'est sûr qu'on écrit tout le temps comment on aime. J'aime les romans qu'on peut rire, qu'on peut pleurer ou qu'on vit toutes sortes d'émotions. Donc, je voulais faire vivre ça. Fait que de temps à autre, j'aimais aussi avoir des romans que tu peux revenir dans le passé pour comprendre l'émotion du présent. Tu sais. Fait que je faisais des moments au passé, des moments qu'on revenait. Donc, les personnes qui m'ont lu par la suite m'ont dit, OK, là, j'ai comme perdu le fil. On était en Floride, on n'était pas en Floride. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc, ça, c'est quelque chose aussi que j'ai modifié parce que quand quelqu'un le lit, si elle ne comprend pas, tu sais, moi, c'est sûr, je me comprends. Là. Il y a des choses dans ma tête que vous n'êtes pas là. Donc, pour moi, tout faisait du sens, mais pas nécessairement un peu comme dans le verbal. Tu sais, des fois, moi, ce que je pense, puis ce que je te dis, c'est pas la même chose que toi, tu comprends non plus. Donc, c'est important de faire vérifier ça, mais de savoir aussi que pour moi, ça m'a enlevé une pression de me dire, ah, ça peut être tout à l'envers, puis de le remettre par la suite. Puis quand quelqu'un me lit, bien, je peux rechanger aussi. Tu sais, c'est pas. J'aime bien ta phrase que tu dis souvent, mieux vaut fait que parfait. Bien, je l'avais fait au moins. Après ça, je pouvais modifier. Puis, tu sais, quand on parle de l'avoir fait, au début, je savais pas où commencer. Hein? Fait que là, c'est peut-être une petite question que tu m'aurais posée plus tard, mais j'embarque là-dessus. Comment j'ai fait pour commencer? Bien, j'ai trouvé, comme dans n'importe quoi, tu veux faire un marathon? Va écouter notre podcast sur un premier marathon. Tu veux écrire un livre, trouve quelqu'un qui en a déjà écrit ou qui travaille dans le domaine du livre. Donc, moi, j'ai trouvé, j'avais une de mes clientes en coiffure,
qui faisait de la critique littéraire. Donc, je lui ai écrit, j'ai demandé: «Est-ce que tu voudrais qu'on aille prendre un café? J'aurais des questions à te poser sur comment écrire un roman». Elle ne savait pas comment écrire un roman, mais elle était capable de me dire: «Ça, c'est important, ça, c'est important, ça, c'est important». Donc, elle me dit en premier lieu: «Ça te prend un début qui punch». Parce que les gens qui vont te lire dans une maison d'édition vont lire le début, le milieu et la fin. Donc, si tu veux que ça soit retenu, il faut que ça punch. Puis aussi d'avoir un petit peu des effets qu'on peut imaginer. Tu sais, les descriptions que les gens peuvent avoir dans leur tête, la façon, l'émotion. Bon, ben, je me sens pris. OK, je me sens pris, mais je me sens pris comme dans un étau. Ah, ben là, tu peux imaginer l'étau, tu sens la pression, tu sais, des choses comme ça peut aider. Alors, puis elle m'a dit aussi 75 000 mots à écrire pour avoir un vrai bon roman. 75 000 mots, c'est environ un roman régulier là, qu'on peut voir. Là, je le montre à l'écran. Dans le fond, ça, c'est mon premier. C'est quand même beaucoup de mots. Si tu viens au secondaire, tu as de la difficulté à écrire 500 mots, 250 mots. Moi, je te parle de 75 000 mots. Je te dirais que je l'ai regardé souvent, nombre de mots, nombre de mots, nombre de mots. Génial. Puis, on se souvient aussi que ça t'a pris 8 fois avant d'être édité, c'est ça? Exactement. Dans le fond, quand j'ai terminé mon processus d'écriture, ça m'a quand même pris. C'est vrai, je regarde dans mes notes parce que j'ai tout écrit, là, mais en tout et partout, ça a pris 5 ans avant de le publier. Donc, je pense que quand j'ai terminé de l'écrire, ça a pris environ 3 ans et j'ai envoyé, dans le fond, dans 5 maisons d'édition différentes et en dedans de 2 semaines, j'ai eu des refus. Là, on se souvient que c'est par la poste à ce moment-là, donc tu sais, j'ai quand même payé pour plusieurs manuscrits imprimés. Certains voulaient un état et demi, d'autres 5, d'autres doubles, d'autres recto verso, d'autres non. Fait que à chaque maison d'édition, c'était différent. Et moi, j'ai pris les maisons d'édition, d'ailleurs, que je connaissais, que j'aimais un peu le même principe qui était, selon moi, la check-clip. Donc, c'est des livres bonbons de filles, un peu romans, mais tu sais, qu'on rit, qu'on a du plaisir à lire. Euh, donc, j'avais envoyé ça. Et dans le fond, dans mon retour de 2 semaines, je me dis, si j'envoie par la poste, c'est 3 à 5 jours. Si je le reçois, le refus, c'est 3 à 5 jours. Fait qu'en 2 semaines, est-ce qu'ils ont vraiment lu mon roman? Non, mon manuscrit à cette époque-là. Non. Fait que là, j'ai dit, OK, il faut que je le remanie. J'ai refait affaire avec mon ami qui fait de la critique littéraire. Peux-tu m'aider? Je vais te payer. Calcule ton nombre d'heures. Il faut que je comprenne qu'est-ce qui se passe. Donc, on a remanié beaucoup le début, une partie du milieu et la fin aussi. Et après ça, quand j'ai continué à envoyer le manuscrit, c'est là que je commençais à avoir des refus, mais pas des refus comme au début. Tu sais, au début, c'était refus ferme. C'est vraiment lit, là. C'est comme quand tu vas pour le cégep et tu n'es pas accepté, là. Oh, ça fait le cœur. Tandis que là, les 3 autres que j'ai reçus de refus, c'était hey, on refuse, mais c'est bon ce que tu as écrit. On ne sait juste pas à qui on pourrait le vendre. Puis ça, c'est une autre astuce que je te donne si tu vas en écrire un roman. C'est important de savoir c'est qui ton avatar puis à qui tu vas écrire le roman. Moi, la personne dans l'histoire, elle a 18 ans. Donc là, 18 ans, c'est comme, OK, 18 ans, puis elle va vieillir. Est-ce que je le vends à un adolescent ou je le vends à un adulte? Mais en fait, moi, c'était un peu plus pour adultes parce qu'il se passe toutes sortes de choses que j'ai vécues à 18 ans, qu'on s'entend que l'enfant de 12 ans ne veut peut-être pas nécessairement lire ça. Tu sais, si la maman veut, ça me va, là, ma fille le lit, puis c'est correct. Mais je trouve que c'est important de savoir à qui tu vas l'écrire parce que moi, c'est là que ça l'a joué contre moi, finalement. Parce que les maisons d'édition, ils ne veulent pas rester pris avec un livre sur les tablettes. Surtout que les librairies vont en acheter plein et ont le droit de retourner n'importe quand. Mais quand ils retournent, ils se font créditer. Donc, ils ne veulent pas avoir un livre qui va rester sur sa tablette, comme on dit. Alors, si on ne sait pas à qui le vendre, ben, on va être un peu pris avec. Fait que ces 3 refus-là, c'est ce qu'il me disait. Et là, je me suis dit, bon, OK, qu'est-ce que je pourrais faire d'autre qui serait différent? Parce que c'est pas parce que tu as des noms qu'il faut que tu arrêtes. Hein? Moi, je me souviens que mon chum m'avait dit, là, Émilie, c'est pas grave, là, après 8 refus, là, on leur dit quasiment reviens-en, tu sais, t'es pas obligé de tout réussir dans la vie, t'en fais plein de projets, puis c'est pas grave, celui-là, tu réussis pas. Et j'avais dit, oh que non, c'est sûr que je vais réussir, mais on sait juste pas quand. Donc, je m'étais dit, ça va être encore plus beau comme histoire à raconter parce que ça montre que dans la vie, il n'y en a pas de pas de. Tu sais, quand tu dis, ah, j'ai échoué, non, c'est pas vrai. Tu as échoué parce que tu as arrêté tout simplement. Mais si tu continues, tu ne vas jamais échouer. Tu vas apprendre, tu vas grandir, tu vas évoluer, puis un jour, ça va fonctionner. Donc, c'est ça qui est important à se rappeler. Alors, je m'étais dit, OK, parfait, je m'essaie avec autre chose. Parce que dans le monde littéraire, tu as plusieurs maisons d'édition qui sont standards. Donc, tu leur envoies ton manuscrit, ils te prennent, ils vont sûrement te demander de modifier plein, plein de choses parce que dans leur façon de faire à eux, ils veulent qu'il y ait quand même une petite ligne directrice entre leur roman ou entre leur trilogie. Et sinon, tu peux aller avec une maison d'édition qui va être partenaire, qu'on appelle. Puis moi, c'est ce que j'ai choisi. Donc, j'ai pris le temps de lire. Une maison partenaire, c'est que oui, je dois investir une somme, une partie pour payer, dans le fond, l'impression, mais j'ai le droit d'avoir 200 livres à moi ou même le nombre que je voulais. Ceux que je vends moi-même, ben, je me rembourse par moi-même. Et après ça, il y en a d'autres qui vont être vendus dans les librairies ou ailleurs, dans le fond, tout simplement. Fait que c'est ce que j'ai pris. Et là, j'ai eu un vrai oui. Quand je l'ai envoyé, j'avais envoyé quelques-unes, puis quand je l'ai reçu, ça a dit oui, on a le goût de te rencontrer, peux-tu venir nous voir, appelle-nous. Je les ai appelés, et là, tout de suite, en montant, oh my God, OK, là,
je m'en vais à Montréal, je m'en vais les rencontrer. J'ai fait comme, OK, qui va faire mon dessus de livre? Et tout de suite, j'ai pensé, en secondaire 5, il y avait un de nos amis qui dessinait tout le temps, il était un peu plus graphiste, il avait fait des belles murales. Fait que j'ai dit, OK, j'ai écrit tout en montant. Est-ce que ça te tente de faire le dessus de mon livre? Tout ça, j'explique. Puis il m'a dit oui. Donc, c'est lui qui a vraiment fait mon premier, mon deuxième et mon troisième. Puis il l'a fait, dans le fond, à la main. Fait qu'il m'envoyait des gribouillis là, en plomb. Là. Ah, ça, c'est à ton goût, ça, c'est correct. Puis après ça, il me l'a mis sur ordinateur et je trouve ça tellement beau. Là. Donc, c'est lui que j'ai gardé tout le long de mes 3 romans. Est-ce que tu veux nous donner un peu, sans nous dire les scoops, mais tu sais, l'histoire en général, justement, pour quelqu'un qui voudrait te lire? Oui, certainement. En fait, dans le fond, je vais dire la vérité, quand j'étais jeune, ben, j'ai travaillé dans des bars, peut-être un peu trop jeune, des bars de village, là, tu sais, c'était un resto-bar, fait que tu avais le droit quand même. Et puis, j'ai comme vu des choses qu'on voit pas à cet âge-là normalement, tu sais. Fait que juste penser que si t'es entre 16 et 18, tu travailles dans un resto-bar, ben, il y a des choses que tu vas voir, que tu vas dire, oh, pas là, OK, ouais. Donc, j'ai pu, vivre des choses un peu, des amourettes, qu'on va dire, ou même, tu sais, juste se faire courtiser, tout ça, ou voir d'autres filles vivre des choses. Et je me disais, hey, ça, c'est tellement bon, je pourrais mettre ça dans des romans parce que, tu sais, on s'entend que quand je comptais ça à mes amis là, au secondaire, ils faisaient comme, ben, ça se peut pas que tu aies vécu ça. Ben oui, j'ai vécu ça. Hey, fait que, tu sais, je peux pas tout te dire, mais juste imaginer que dans une tête quand même d'une adolescente de 16-18 ans, il s'en passe des choses dans un resto-bar, puis ça vaut la peine d'être écrit. Et moi, à ce moment-là, j'avais de la difficulté avec l'amour, j'appelais, je pensais vraiment que le vrai mot, je pensais que j'étais folle. J'aimais ça courir après les gars, mais quand je les avais, je m'enfuyais à toutes jambes, puis je voulais plus. Je voulais plus qu'ils me touchent, je voulais plus qu'ils m'embrassent, je voulais plus le voir. Puis là, n'importe quoi, pauvre garçon. Donc, j'ai fait ça souvent, tu sais, à répétition. Bon, maintenant que je suis grande, je peux comprendre que c'est parce que c'était pas totalement de l'amour. Tu sais, j'étais en amour avec l'amour. Donc, quand je me rendais compte que je l'aimais pas, ben, c'est normal de s'enfuir. Mais ça fait des vraiment bons romans parce que tu peux utiliser tout ça, tout ce principe-là, j'aimais beaucoup comme toutes les émotions qu'on vivait avant, l'espèce de frisson quand il touche la main, son regard, tout ça, c'était agréable. Donc, tout ça, je le mettais dans mon roman. Puis tout ce que mes amis ont vécu dans ce bar-là, avec des histoires en cambolesque avec des gars, je disais, hey, ça te dérangerait-tu, je mettrais ça? Bon, les gars, rassurez-vous, là, c'est tout le temps un mélange de un puis un autre, mais un peu de mes amis, un peu de moi et un peu de ce que j'ai vu vraiment. Tu sais, fait que des fois, c'est le personnage principal, on va dire moi, entre guillemets, qui vit ça, mais c'est pas vrai, j'ai pas tout vécu ça, là, rassurez-vous. Ça serait, ben, ça, écoute, j'aurais eu besoin d'une bonne thérapie si oui. Donc, dans le premier roman, c'est vraiment cette histoire-là. Dans le deuxième, ben, elle grandit, elle rencontre quelqu'un d'autre, dans le fond, tu sais, qui est plus vieux, il peut avoir des enfants, tout ça. Donc, tu sais, ça bouge, elle vieillit elle aussi. Puis, tu sais, c'est sûr qu'il y a eu quand même 5 ans pour lui. Le deuxième a pris seulement 1 an. Étant donné que je savais le principe, je savais comment faire pour écrire un roman, c'était beaucoup plus rapide pour moi. Et la magie me visitait beaucoup plus souvent. Je me souviens d'être m'être réveillée la nuit pour aller écrire un chapitre. Je me souviens à l'épicerie, dans une allée, puis de continuer, puis de laisser passer le monde, puis de continuer à écrire, d'arrêter en voiture, de me faire des messages vocaux parce que c'est un peu comme une série Netflix. Tu écoutes une série Netflix, puis elle est vraiment bonne. Ben, toute la journée, ça va te visiter. Puis, hey, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va. J'ai hâte à soir de la continuer, de l'écouter. C'était pareil pour mon roman parce que j'étais en train d'inventer une histoire. Fait que je me disais, hey, il pourrait y arriver ça. Hey, c'est vrai, telle affaire. Hey, ça. Fait que là, la magie, elle te visite. Donc, c'était beaucoup plus rapide pour le tome 2. Et le tome 3, étant donné qu'on ne peut pas vivre, en tout cas, oui, on peut vivre de l'écriture au Québec, mais jamais dans tes premiers romans. En général, ça prend plusieurs romans. J'ai laissé passer quand même du temps parce que j'avais d'autres projets et j'ai sorti, publié l'année passée, il me semble en 2023, au mois de mars, parce qu'on a fait le lancement à la cabane à sucre avec ma chemise carottée. Et celui-là, dans le fond, ben, j'ai fait beaucoup de croissance personnelle dans les dernières années. Donc, oui, elle a vieilli, Jessica, elle a rencontré aussi quelqu'un avec un enfant. Donc, ça aussi, ça a fait un petit changement dans ma vie parce que moi, c'est ce que j'ai rencontré, dans le fond, quelqu'un qui avait déjà un enfant. Et puis, il y a des pépites d'or. Il y a un peu de toi, il y a un peu de tout ce que j'ai vécu autour de moi parce que c'est tout ce qu'on apprend, tout ce qui nous imprègne, on veut le partager. Fait que je trouve ça le fun de lire un roman, même si c'est pas vrai. Puis quand que la personnage principale vit un roman, vit de la croissance personnelle, ben tu peux le vivre aussi à travers elle. Fait que c'est facile de dire, ah, ça, j'aime ça, ce petit pépite d'or-là, ou j'aime ça, ce petit conseil-là, je vais pouvoir l'appliquer. Donc, je pense que c'est des romans qui se lisent rapidement. Avec un verre de vin là, dans ton hamac cet été, ça va être parfait. Est-ce que tu dirais que c'est plus féminin? Je sais qu'on a des hommes et des femmes qui nous écoutent, donc Oui, effectivement, c'est beaucoup plus féminin. Par contre, j'en ai un de mes clients qui venait en fait au resto-bar où est-ce que je travaillais dans l'époque, puis lui, il les a pas manqué, il a tout lu, puis il dit, moi, je reconnais. Mais lui, il était plus calme, tu sais, fait qu'il se souvient de ces soirées-là. Fait que lui, il se souvient, il dit, je suis capable de reconnaître les gens quasiment. Fait qu'il a adoré le principe, puis il dit, ça nous refait vivre aussi. Tu sais, nous autres, à Saint-Ferdinand, ça, c'était le resto-bar Lakeside. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de gens qui ont jeunessé là. Puis c'est un bar qui était familial. Fait que tu pouvais avoir, mettons, l'ado,
les parents puis les grands-parents au même endroit. Fait que tout le monde avait du plaisir. Fait que je pense même que ben, quand j'ai publié mon premier, le Resto Bar n'existait plus, mais j'ai fait venir les anciens propriétaires qui étaient mes anciens boss pour qu'ils viennent aussi. Puis je les en ai donné aussi pour qu'ils puissent le lire. Fait que ça faisait comme un petit. Tout le monde avait comme oh, on s'ennuie de ça, de ce beau moment-là, de cette belle énergie-là. Ah, wow. Là, je vais poser peut-être la question tabou, mais tu dit c'est difficile d'en vivre au Québec de son écriture de roman. Est-ce que tu serais à l'aise de donner des chiffres? Combien de dollars qui restent par livre ou combien, c'est-tu en quelques dollars? C'est-tu 10 dollars? Juste pour quelqu'un qui a envie de se lancer, qu'est-ce que ça représente financièrement? Puis tu as parlé d'investissement aussi au début. Ouais, Fait que si tu es capable de donner quelques chiffres, c'est sûr que là, on est en 2024. Si tu nous écoutes dans 3 ans, ça peut être différent. Mais c'est pour ça, toi, j'allais dire. Ben, en fait, c'est sûr qu'elle a changé, mais je vais te dire que mes souvenirs, donc c'est sûr que si je retournerais voir une maison d'édition, ça doit avoir changé, là. Là, on parle de là, 10 ans. Il me semble que c'était 1 à 2 des profits d'un livre dans la maison d'édition standard. Donc, ce qui veut dire que, tu sais, on fait des chiffres rapidement, ça veut dire 1 à 2 dollars par roman de 20 dollars que la personne a. Mais, tu sais, au Québec, pour avoir un best-seller, il faut que tu en aies vendu beaucoup. Fait que, tu sais, au Québec, moi, mettons sur 500, dans mon premier tome, j'ai pratiquement presque tout vendu. Je pense qu'il m'en reste 25 ou 30. Fait que, tu sais, fais juste 500 fois 1, ça fait même, mettons 500 dollars pour mon premier roman. Bien, 500 dollars, là, ça m'a coûté un Mac. Ça m'a pris 5 ans d'énergie et de temps pour faire 500 dollars. Tu sais, on s'entend que c'est démesuré là, au niveau du temps. Faut pas que tu le vois à comment tu vas être payé de l'heure, c'est sûr. Par contre, tu sais, dans ta liste de rêves, de te réveiller à 85 ans et de dire, hey, wow, j'ai quand même écrit un roman, 2 romans, 3 romans, peu importe comment tu vas en faire. C'est beau, puis tu laisses quelque chose. Tu sais, moi, quand j'ai vu qu'on léguait, c'est-tu 2 ou 4 livres qui restent dans la bibliothèque, vraiment, hey, je cherche le mot par contre, il faudrait que j'aille fouiller. c'est La, municipal? non, la bibliothèque, dans le fond, du Québec. Ah, Donc, ouais, que ça reste là, dans le fond, pour plus tard. Fait que tu as comme laissé un leg à la société. Ah, je vais essayer de trouver le mot, là, mais ça, c'est vraiment fabuleux. Fait que je m'étais dit, hey, quand même, je vais avoir légué quelque chose, tu sais. Ensuite, au niveau du coût que moi, ça m'a coûté, de mon souvenir, exemple, ça devait être 1500 dollars. Peut-être que là, c'est sûr que je pense que mon deuxième a coûté plus cher que ça, mais ça donne une petite idée. Tu payes environ la moitié de l'impression. Puis il y a une troisième façon de faire aussi, hein. Tu sais, moi, en payant la moitié de l'impression, quand j'ai eu mes 200 livres, moi, je les ai vendus facilement, mes 200 livres, avec ton marché chaud, là. Fait que, tu sais, ça m'a donné beaucoup plus que 500 dollars. Ça l'a payé mon Mac, puis il m'en a resté un petit peu. Fait que je m'étais dit, ah, quand même, tu sais, j'ai pu me payer un portable, puis mon deuxième va être, dans le fond, fait encore avec ce portable-là. Fait que c'est déjà ça. Et plus les ventes qui viennent, tu sais, que j'en ai encore des ventes de mon tome 1, puis ça fait déjà 10 ans, fait que, tu sais, ça peut continuer. C'est sûr que je ne vais pas le faire la réimpression, par contre, parce que tu peux toujours, là, tu sais, quand tu as vendu tes 500, tu pourrais encore faire une réimpression. Plus tu en fais, moins c'est dispendieux, c'est normal. Je pouvais en faire juste 250, mais je n'étais pas dans les librairies. Donc là, dans ce moment-là, il faut que tu ailles voir la librairie, te dire est-ce que tu voudrais avoir mes romans en consigne, puis si tu en vends, tu me redonnes l'argent. C'est un peu plus complexe, tandis que là, en faisant 500, j'étais dans 500 romans. J'étais dans toutes les librairies du Québec qui veulent bien. Puis si jamais ils ne l'ont pas, tu pouvais dire, ben j'aimerais ça le commander, puis ils le commandent directement à la maison d'édition. Fait que ça, c'est possible. Donc, moi, mon investissement, ça avait bien été. Fait que ça, c'est un exemple. Mais si tu veux aussi t'éditer toi-même, comme beaucoup de conférenciers font maintenant, qui vaut vraiment aussi la peine, tu fais ton impression toi-même, tu fais des soumissions, tu vérifies comment de livres tu vas avoir. Fait que tu peux en faire 500, tu peux en faire 1000. Et à chaque conférence que tu fais, à chaque événement que tu fais, tu peux les vendre facilement. Donc, c'est encore plus rentable de cette façon-là, finalement. OK. Merci. Puis je veux quand même souligner parce que oui, c'est une question monétaire parce que je pense que souvent on peut se poser ces questions-là, mais ça revient aussi à quand je t'entends si bien dire, est-ce que c'est un choix, est-ce que c'est un choix de cœur ou un choix de tête? Puis quand t'en parles, on sent que c'est vraiment un choix de cœur. Et je pense que tout ce qui est dans un processus créatif comme ça, t'as pas le choix d'y mettre ton cœur parce que si c'est ta tête, tu vas décrocher parce qu'effectivement, c'est des pinottes là, quand on y pense par rapport à toute l'énergie que tu peux mettre sur des entreprises. Mais je le vois plus comme un hobby, comme une passion, comme un désir de vouloir léguer quelque chose, comme que tu dis. Fait que je trouve ça vraiment pertinent, puis c'est pour ça que je voulais poser la question. Merci, Maude. Donc, c'est sûr que je pourrais en parler davantage, mais je pense que les romans, c'est libre à chacun d'en faire. Tu peux faire un roman toi-même, tu peux faire une histoire, tout ça. Mais prends le temps parce que moi, ça m'a libéré beaucoup de cette pensée-là que j'avais quand j'étais jeune. Ça m'a fait comprendre qu'est-ce que je vivais finalement parce qu'on a vieilli, bien sûr. Mais tout ce que tu as vécu qui peut avoir été difficile, facile ou agréable, désagréable, va te faire du bien de le mettre par écrit. Puis tu peux le modifier, c'est ça qui est beau. Garde juste 10 puis rends tout le reste inventé. Fait que tu vas pouvoir quand même, toi, tu sais que cette petite chose-là est vraie,
puis tu sais, comment de gens m'ont dit: «Hey, ça, c'est-tu vrai? T'as-tu vécu ça?» Ben non, c'est pas moi qui me semblait aussi, tu sais? Fait que ça, c'est drôle aussi. Donc, je t'encourage fortement à l'essayer. Même toi, Maude, je pense que c'est un engagement. Par contre, il faut que tu aies de la constance. Moi, je le mettais à mon horaire 5 jours semaine, au moins une demi-heure. Puis des fois, dans ma demi-heure, j'avais aucune inspiration, puis c'était pas grave. Ce que je faisais à ce moment-là, c'est que je relisais ce que j'avais écrit. Et là, en relisant ce que j'avais écrit, c'est là que les idées venaient et c'est là que je pouvais renchérir, changer les phrases, modifier, et cetera. Fait que c'est ce que je suggère à tout le monde. Mets-toi du temps, bloque-toi du temps et laisse la magie venir te voir parce que si tu as une idée, ben si c'est pas toi qui l'as fait, quelqu'un d'autre va l'avoir. Puis ça, tu peux aller voir, là, il y en a un livre qui dit justement ça finalement. Est-ce que tu as le titre de ce livre-là? C'était quoi déjà? Comme par magie. Ah, c'est ça, exactement. Comme par magie, ouais. Dans le fond, celle qui a écrit Mange, prie, aime, elle a écrit comme par magie, puis elle en a écrit un roman comme ça, qui n'a pas été fini parce qu'elle tombe en amour puis qu'elle a voyagé. Puis elle a rencontré une autre auteure qui a dit: Hey, tu sais pas, c'est comme mon roman, qui explique l'histoire et c'est le même. C'est la même histoire, mais elle, cette auteure-là, l'a terminée. Puis c'est là qu'ils se sont rendus compte à quel point la magie existe, les intuitions existent. Puis s'ils viennent te visiter, prends le temps de le faire parce que quelqu'un d'autre va le faire à ta place. Ah, j'aime ça. Puis je veux aussi renchérir sur quand tu dis de raconter son histoire, de se permettre de raconter. Puis des fois, peut-être que tu vas te mettre à écrire, mais juste pour toi, tu sais, ça veut pas dire que tu vas le publier, mais je trouve que c'est vraiment pertinent en ce moment. Moi, je lis et j'écoute, là, quand je veux vraiment assimiler un livre, je l'écoute en livre audio en même temps que je le lis. Et c'est les 16 lois de la communication de John Maxwell. Puis une des lois de la communication, en fait, ce qui explique, c'est que tout le monde a une histoire, puis être bon en communication, c'est de parler avec son cœur, de parler de soi. Là, j'ai pas nécessairement 100% ces mots, mais c'est vraiment quelque chose que j'ai retenu, que faudrait que je ressorte la phrase exacte, mais que tout le monde a une histoire, puis tu peux pas raconter l'histoire de quelqu'un d'autre. Faut que tu racontes la tienne. On pourrait parler du même sujet, toi et moi, mais ça sera pas ressenti pareil parce qu'on le vit pas de la même façon. Puis la communication, c'est la clé d'être capable de communiquer, de parler de soi. Puis il y a tout le temps une nuance aussi de comment parler de soi, parce que des fois, on veut pas être la personne qui fait juste parler d'elle-même. Mais si c'est dans une approche bienveillante, comme toi dans ton livre, c'est ce que je ressens, c'est ça va faire du bien à d'autres personnes. Ils vont le lire, ça va les faire rire. Mais toi, ça te permet de transcender ce que tu as à dire. Il y a eu des émotions là-dedans, il y a eu des choses qui se sont passées, fait que ça te permet de libérer. C'est quelque chose que tu dis souvent, tu sais, quand tu écris ton histoire, tu te permets de le libérer. Puis la personne qui va le lire, ben, probablement qu'elle en a besoin. J'ai parlé d'un livre dans un podcast là, lorsque je parlais au niveau des relations difficiles, mais il y a un livre qui a changé ma vie. Tu sais, quand je l'ai lu, c'était écrit sous format de roman, mais autobiographique, veux pas, avec ce qu'elle avait vécu. C'est le livre d'Ingrid Falaise. Mais si j'avais pas lu ce livre-là, ça n'aurait pas eu l'impact que ça a eu dans ma vie. Et c'est la raison pourquoi qu'on a. Ben après ça, j'ai fait le podcast. La raison pourquoi on fait le podcast, c'est que toi, ce que tu as vécu, quand tu l'expliques, ben, il y a quelqu'un d'autre que ça fait du sens aussi. Fait que si toi, pendant que tu nous écoutes, tu te dis, hey, j'ai quelque chose que t'as peut-être le syndrome d'imposteur, comme j'ai posé comme question au début, mais tu sens qu'il y a quelque chose que tu as à communiquer, bien, c'est sûr que nous, on t'encourage à le faire de différentes façons, là. Ça peut être un post sur les médias sociaux, ça peut être de l'écrire pour toi-même en privé, ça peut être de parler à une personne que, tu sais, des fois, là, tu partages ta maison avec quelqu'un qui connaît rien de ton histoire, ben, pourquoi pas prendre un moment et dire, hey, j'ai envie de te raconter quelque chose que j'ai vécu pour que tu saches d'où ce que je viens aussi. C'est ça qui est intéressant. Combien de fois j'ai des gens qui m'ont écrit et qui m'ont dit: Hey, wow, c'est vraiment beau ce que tu as écrit. Je l'ai vécu moi aussi, puis je te comprends. Tu n'étais pas folle. Tu sais, on a tous eu des hauts et des bas en amour au début, puis d'apprendre à se connaître, c'est quelque chose qui est peut-être difficile aussi à faire. Donc, peu importe ce que tu vas avoir à écrire, peu importe ton histoire, il y a tout le temps quelqu'un qui va être touché par ça. Puis si ne serait-ce qu'une personne, ben, ça valait le coup de le faire quand même. Parce que toi, dans le fond, tu étais en amour avec l'amour, hein? C'est ça? C'est comme tu Effectivement. l'idée de c'est quoi l'amour, fait que t'es en amour avec ces papillons-là. Fait Oui. que t'es une amoureuse de l'amour. Ben, tu sais, c'est que j'aimais tout le début, puis c'est ce que je décris beaucoup. Tu sais, j'aimais quand me frottait le bras, quand j'ai reçu la chaleur à l'intérieur, comment quand je l'ai regardé, le contact qu'on a eu, tout ça, wow! Mais une fois que j'avais embrassé, non, non, non. Fait que, tu sais, là, finalement, c'était pas lui que j'aimais, c'était toutes les émotions que je pouvais vivre. J'aimais ça, parce que, tu sais, c'était nouveau. Puis, tu sais, à cet âge-là, on est plein d'hormones, donc on se comprend même pas nous-mêmes. Donc, c'est ça, mais tu sais, c'est blessant, là, pour quelqu'un, tu sais. Mais je l'ai fait à plusieurs reprises, mais ça fait des super bons romans. Fait que tu as le droit de vivre des choses spéciales puis de faire des beaux romans avec ça. Merci d'avoir partagé toute cette belle histoire-là, les bons trucs aussi pour quelqu'un qui veut se mettre en action pour écrire un livre ou un roman. Donc, merci, Émilie. Ça me fait plaisir. Puis si jamais il y a des gens qui ont des questions, venez m'écrire. Ça va me faire plaisir de vous dire les maisons d'édition ou ce que moi j'ai fait. Puis si j'ai des commentaires, je n'ai pas. C'est tout le temps le fun de vous lire aussi. À bientôt! À bientôt!